Les femmes aux portes de Kidal, c'est l'interrogation que nous allons soumettre à l'arbitrage de nos panélistes de ce soir qui sont Monsieur Mohamed Kassoum Djiré, il est président du mouvement Les Sentinelles, également mouvement membre du M5 RFP. Dr Djiré, merci d'être là. Merci à vous. Deuxième invité, professeur Abdul Karim Djamoutene, il est professeur d'enseignement supérieur. Professeur Djamoutene, merci d'être là. Merci et bonsoir à vous ainsi qu'aux téléspectateurs et également aux co-débatteurs. Troisième invité. Un remerciement particulier à l'honorable Maïga, pour qui j'ai beaucoup d'estime. Merci. Mohamed Alamine Diko, quant à lui, il est secrétaire politique du RDS du professeur Younous Amey Diko. Monsieur Diko, merci d'être là. Merci à vous, Monsieur Sidibé, pour l'invitation et une salutation très particulière à nos concitoyens qui nous regardent depuis Kidal et qui sont pris en otage par des groupes armés terroristes et qui depuis 11 ans attendent la libération. Docteur Hamadou Maïga, membre du CNT et l'auteur de la fameuse formule selon laquelle bientôt on va aller décapiter le serpent quelque part. Docteur Maïga, merci d'être sur ce plateau. Merci Barou, merci à tous ceux qui nous suivent à travers Renouveau Télé. Et éventuellement, je salue mes co-débatteurs et une mention spéciale aussi à mon professeur Abdul Karim Djamoutene qui m'a formé, qui m'a enseigné, un homme avec qui j'ai beaucoup appris. Merci, professeur. Avant donc d'ouvrir les débats sur notre thématique principale, peut-être un tour de table sur la question du délestage qu'on continue à vivre ici à Bamako et à l'intérieur du pays. M. Diko. Oui, bon, c'est une question, on va dire, d'actualité très pressante. Et on attend toujours un peu, on va dire, l'amélioration tant promise. Elle est là, elle n'est pas là. À notre niveau, personnellement, on ne la vit pas très bien. On ne la constate pas réellement. On attend également que les plus hautes autorités du pays se saisissent réellement de la chose. Est-ce que vous pouvez nous raconter une anecdote déjà, comment vous vivez cette situation ? Une anecdote pas plus tard qu'aujourd'hui. Vous n'êtes pas sans savoir que nous tenions notre 5e conférence nationale. Le RDS, hein? Le RDS, qui est d'ailleurs la première conférence nationale numérique tenue par un parti politique ici au Mali. Et qui dit numérique, dit électronique et toutes ces choses-là. Et nous étions, on va dire, entre l'EDM et le groupe électrogène de l'endroit où nous étions, c'était un réel calvaire à tenir et plus d'une dizaine de coupures. C'est la réalité de la chose. Bon, j'en profite pour remercier tous les militants du RDS qui ont vraiment, les 25 sections qui ont tenu la chose. Et c'est une toute première au Mali, une conférence nationale numérique, mais on n'a pas eu trop l'appui de l'EDM. On ne les avait pas invités, ils se sont invités, on va dire. Monsieur Docteur Djiré, vous qui exercez dans les milieux sanitaires, une anecdote aussi à raconter à ce niveau? Bon, vraiment, c'est regrettable parce que cela n'est pas le souhait de personne et surtout les gens qui doivent résoudre ce problème. Maintenant, il faut saluer l'indulgence du peuple malien, la résilience. Mais ce qu'il faut dire, même dans les hôpitaux, nous avons des problèmes parce que dans les hôpitaux, normalement, on a les groupes électrogènes. Mais je vous l'avoue que le groupe électrogène peut, en 1 heure, 2 heures de temps, prendre des 100 litres. Donc, du coup, ce n'est pas facile pour la gestion hospitalière. Donc, sur ce, moi, j'ai une salutation particulière à ces vendeurs ambulants, oui, à ces boutiquiers, Koroboro Boutikini, c'est-à-dire ceux qui souffrent réellement le problème des EDM, c'est les Maliens lambda. Donc, sur ce, j'implore aujourd'hui les hautes autorités, comme ils sont en train de chercher, ils sont en train d'aménager aucun effort pour résoudre ce problème, nous comptons sur eux et je pense qu'on doit résoudre ce problème définitivement. Professeur, j'imagine que dans les amphithéâtres, on ne connaît pas forcément le délestage. Le délestage, il est partout. Sur la colline, vous partez, il est partout. Ça vient à un moment donné, matin, ça se coupe. Vous voyez, même les gens sortent dans les bureaux, ils sont assis, il n'y a pas de courant. Bon, c'est pour ceux-là qui ont la chance souvent d'avoir des groupes électrogènes, prendre le relais même. Sauf que là encore, dans des questions, avec des questions de
trésorerie, n'est-ce pas, tension et trésorerie. C'est pas difficile, c'est pas facile de faire face à ça. Mais par rapport à ça, c'est qu'il faut comprendre. Moi, je dis que le problème de l'EDM est une opportunité pour le Mali. Une opportunité, pourquoi? Parce que ça vient mettre au grand jour le problème de gouvernance auquel l'ensemble des secteurs au niveau du Mali est confronté. Au Mali, ces dernières années, bon, je dirais ces dernières décennies. Professeur, est-ce qu'on n'est pas finalement à la recherche d'une solution immédiate? Non. Au fait, si vous vous souvenez bien récemment... C'est vrai, les grandes théories, on les connaît déjà non, sur la question. Non, ce n'est pas une question de théorie. Hein. Oui. C'est une question de ce qu'on vit. C'est-à-dire que quand vous prenez l'ensemble des secteurs au niveau du Mali, tout a été gouverné ces dernières années sur du mensonge. Ça, c'est clair que vous prenez l'éducation et la santé à tous les niveaux. Si on pose un problème, un diagnostic profond, c'est sur du mensonge. Maintenant, cette fois-ci, c'est l'occasion pour que le peuple prenne conscience. Le peuple a pris conscience. C'est pourquoi je dis que c'est une opportunité. Parce que désormais, quand ils vont résoudre de manière durable. Mais ceux qui vont s'attendre à ce qu'il y ait une solution immédiate, c'est pas vrai, c'est pas possible. Parce que le mal, il est plus que profond. Vous allez voir, peut-être qu'ils ont indexé le problème de carburant, mais si on va en profondeur, il y a d'autres problèmes encore qui vont jaillir, ce à quoi on ne s'attendait pas. D'accord. Docteur, comment vous vivez cette situation de délestage généralisé au Mali? Je pense que c'est une situation qui va au-delà de tout commentaire. Sincèrement, nous avons largement débattu de cette question-là. Tout ce qu'on peut dire, c'est vraiment nous excuser auprès du peuple malien, leur dire qu'à un moment donné de la vie de la nation, les plus hautes autorités, en tout cas les autorités militaires, se sont focalisées sur les questions de défense et de sécurité et ont confié les actions de développement à d'autres, à des gens en qui ils avaient réellement placé toute leur confiance. Je pense que ces gens-là n'ont pas mérité et la confiance des plus hautes autorités et la confiance du peuple malien. Certains se sont joués de nous, mais qu'à cela ne tienne, nous allons tirer éventuellement les leçons de ces agissements, de cette malversation financière et même de la gestion de façon globale autour de cette situation. Et je suis sûr et certain que nous allons trouver très bientôt des solutions à court, moyen et long terme. Encore une fois, je terminerai par présenter toutes nos excuses au peuple malien parce que les gens ne méritent pas quand même qu'on leur vende l'obscurité. D'accord. Autre sujet de digression, le rapport 2022 du Bureau du vérificateur général a été présenté la semaine dernière au président de la transition. Il s'agit du colonel Assimi Goïta, j'allais dire son excellence colonel Assimi Goïta, président de la transition. Quelle lecture peut-on faire de ce rapport 2022? Pour ma part, je préfère laisser la parole aux panélistes. Et je rajouterais chef de l'État. Chef de l'État. Voilà. C'est l'appellation officielle. L'appellation officielle Allez-y. Complète. Soyons précis. Allez-y. Donc pour revenir à ce qui est le Végal, je pense que vous connaissez déjà notre opinion, mais on va la répéter à nouveau. Nous, au niveau du RDS, nous sommes dans l'optique et la dynamique de la dissolution du Végal et de la dissolution de l'eau-clé, et même celle du pôle économique, et la refonte de tout ça en 2 organismes, voire 3, plus complets et plus effectifs et directement en valeur juridique. Le problème du Végal, vous n'êtes pas sans savoir, c'est toujours le contrôle des organisations. L'eau-clé, c'est le contrôle des personnes. Et aucun de ces 2 organismes, leur rapport n'a valeur juridique. C'est-à-dire que les dénonciations portées auprès du pôle économique doivent à chaque fois être révisées et l'enquête doit être maintenant faite par les procureurs du pôle économique pour ensuite porter en justice. Nous portons, on va dire une chose au crédit de la transition par rapport à ça, et je pense que l'honorable Maïga est au courant de la chose. Nous leur avons demandé depuis 2 ans la création de l'agence de recouvrement des biens. Oui. La transition l'a fait, nous les félicitons pour cela. Mais nous pensons que les outils comme le Végal et l'eau-clé doivent être plus efficaces et doivent avoir des résultats plus efficients. Nous estimons qu'ils ne l'ont pas. Ce qui est clair, le rapport du Végal a son utilité puisqu'il pointe du doigt certains problèmes de gestion qui ne sont pas forcément des problèmes de détournement ou de malversation. C'est ce que le pôle économique ensuite tire au clair, mais nous aimerions que la procédure soit accélérée, rapide, le recouvrement de biens, les punitions si elles doivent être faites face à la justice et en accord avec la légalité. Mais pour nous, voilà, le rapport du Végal est attendu, il a son utilité, mais peut mieux faire et on estime que c'est un outil qui devrait être réaménagé. Docteur Djiré, savez-vous que le rapport 2022 du Végal a été présenté au président de la transition? Oui, on a vu à la télé et puis sur les réseaux sociaux. Il y avait, je pense, 38
observations. Et puis, bon, par rapport au vérificateur général, vous savez que chaque année, chaque 2 ans, nous avons les mêmes vérifications. Mais ce que les gens demandent aujourd'hui, c'est d'aller au-delà de ça, de quitter la dénonciation et aller au pragmatisme. Le Mali en a besoin. Nous avons vu sur les réseaux que de sa création sur la loi 3003 du 25 novembre 2003, ça fait aujourd'hui 20 ans. Donc il y a eu des malversations à hauteur de 700 milliards de francs CFA en 20 ans. Que certains on entend certains commentaires sur les réseaux sociaux qu'on attribue ces 700 milliards-là. C'est pour cela que j'ai pris le temps. Oui, allez-y. Parce que je ne suis pas financier, mais j'ai pris le temps de vérifier. Parce que lorsque vous dites qu'en une année, il y a eu 700 milliards de malversations, vous devrez multiplier les budgets par 4. Donc le Mali devrait avoir un budget à peu près de 30 000 milliards, quoi. Donc, ce n'est pas possible que ça soit en une année. Donc, vous êtes en train de nous dire que les 700 milliards qu'on entend sur les réseaux sociaux, c'est les 20 ans, ne sont pas forcément les rapports liés à la période de la transition. Voilà. Quand vous partez sur le site 2022 du Végal, vous ne verrez pas ça. Donc, c'est juste une rectification. Et je pense que c'est cette dynamique qui est amorcée, aller vers une lutte implacable de la corruption. Parce que, comme l'a dit le ministre de la Justice, les délinquants financiers sont des criminels. Et ils méritent d'être arrêtés. Ils méritent vraiment d'être punis pour que demain, les futurs Maliens dont nous parlons de Mali nouveau puissent s'inspirer de cela. Et nous devrons profiter de cette opportunité pour faire recouvrir, comme il l'a dit, et aussi de dissocier et d'assembler plus les organes de contrôle, quoi, que le vérificateur, l'OCLEI, la Cour de... On a une Cour de compte qui est dans la Constitution aujourd'hui. Allons à ça et faisons une seule chose en globe pour que les Maliens puissent comprendre. D'accord. Mais pour conclure, je pense que il faut que ces choses soient corroborées et que l'exemple soit donné. Professeur, votre commentaire? Bon, moi, je dirais que c'est encore un autre rapport. Parce que depuis le premier rapport sous le feu ATT, chaque année, lorsque le rapport est publié, il y a tout un tollé autour. Et après. Mais théoriquement, on devait s'attendre à ce qu'après les différents rapports, que la corruption baisse, que ces détournements baissent. Mais on se rend compte que d'année en année, le phénomène ne fait que ça. La faute à qui, professeur? Oui, mais c'est ceux-là qui ont la responsabilité de la gouvernance globale. Parce que les fautifs étant connus, qui doit sanctionner? Je crois qu'on peut situer les faits. Donc pour moi, est-ce que la sanction n'est pas à un autre niveau? Mais ce sont les autorités, que ce soit à un autre niveau ou pas, mais ce sont les autorités. Sauf qu'il y a cette séparation, le principe de la séparation des pouvoirs. Non, je suis d'accord, mais s'il vous plaît, le politique peut impulser. C'est comme lorsque un responsable politique dit, ou bien quelqu'un, le président dit, bon, désormais je donne priorité à ça. C'est comme si c'est une instruction qui est donnée, n'est-ce pas, au service, au département en question de s'en saisir et diligenter la chose. Donc quand on dit il y a une séparation, je suis d'accord, ça c'est dans le traitement. Mais dans l'impulsion du dossier en question, c'est cette impulsion, globalement, souvent, elle est politique. Mais moi, je dis que c'est un autre rapport. Parce qu'au fait, ce qu'on doit comprendre, moi, je souhaiterais même qu'on aille faire aussi le bilan du suivi des différents rapports précédents. Parce que ce sont nos sous qui sont dilapidés, mal gérés. Mais pourquoi est-ce qu'après ce tollé-là, même s'il y a des saisies, mais le peuple a l'obligation de savoir qu'est-ce qui s'est fait et qu'est-ce qui a été fait réellement. Donc, il faudrait qu'on suive à ce niveau-là. D'accord. Voilà. Docteur, je vois que vous n'êtes pas forcément d'accord avec le développement de votre professeur. Je n'ai jamais dit ça. Allez-y. Et je ne l'ai jamais manifesté aussi. Allez-y. Je suis d'accord avec ce qu'il a dit. Peut-être pas à 100%. Allez-y. Ce que je vais dire à ce sujet, c'est que depuis 2018, nous avons quitté le budget de moyens pour basculer dans le budget en mode programme. Logiquement, quand nous regardons un peu les missions de vérification du VECAL qui se fait éventuellement sur le principe de contradiction, nous voyons aisément que lui, quand il donne son rapport, les irrégularités financières ou administratives ou tout ce qui s'ensuit, il donne les montants en valeur absolue. Et quand le dossier est transmis au niveau du tribunal chargé de la lutte contre les crimes économiques et autres, le pôle économique, je veux dire, oui, on sent qu'en réalité, ce n'est pas ça. Donc, je pense qu'avec la nouvelle constitution et la création de la Cour de justice, les textes vont très bientôt parvenir au niveau du Parlement pour régulariser cette situation, procéder à la création de la Cour de justice. Et je suis sûr et certain que partant de cela, nous allons procéder à
à un réaménagement pour rationaliser un peu vraiment ces structures qui sont le bureau du Végal ou les clés ou autres, pour éventuellement avoir une mission et un rendement beaucoup plus efficace. Mais aussi au niveau des finances publiques aussi, je pense qu'on doit encore mettre l'accent sur le budget en mode programme. Parce que jusqu'à présent, quand nous regardons les documents de politique économique, nous voyons que les gens sont jusqu'à présent dans le budget de moyens. Or, il faut sortir de cela et donner éventuellement les pouvoirs vraiment aux responsables de programme de gérer leurs programmes avec des résultats et des indicateurs de politique économique. D'accord. Nous vous savons donc nombreux à avoir les regards rivés sur Kidal parce que tout simplement les femmes sont annoncées depuis quelques jours en mouvement vers cette ville malienne. D'ailleurs, nous apprenons qu'il y aurait eu ces jours des combats intenses entre les femmes et des groupes armés à une trentaine de kilomètres de la ville de Kidal. Docteur Maïga, visiblement, votre réaction est attendue par nombreux Maliens. Oui, bien sûr. Ce que j'ai toujours dit, c'est ça. Nous allons couper la tête du serpent à Kidal et éventuellement nous sommes sur cette lancée. Et vous avez vu que l'ennemi avait mis un dispositif. C'était finalement un propos prémonitoire. Bon, je pense que les intéressés ont bien compris. C'est pourquoi quand nous avons parlé de couper la tête du serpent à Kidal, ça a fait beaucoup de commentaires, ça a suscité l'intérêt de beaucoup de gens. Et je pense que les gens sentaient venir. Nous avons vu juste et leur réaction nous a permis éventuellement de régler des détails, même si je suis un civil, mais quand même je suis un patriote et je fais partie d'une institution de la République, notamment une institution de la transition. L'ennemi aujourd'hui avait mis un dispositif défensif pour essayer d'empêcher la progression de nos forces de défense et de sécurité. Et nous avons brisé éventuellement l'arsenal de défense de l'ennemi et nos forces ont progressé et aujourd'hui on va dire qu'au moment où on se parle, soit avant 0h ou peut-être au petit matin, nos forces seront à Kidal. Soit ils vont dîner ce soir à Kidal avec une bonne soupe de tête de serpent ou demain matin ils prendront le petit déjeuner avec une bonne soupe de tête de serpent. Voilà ce qui est demandé et l'armée n'est pas en train d'aller agresser les gens. Mais c'est suivant la résolution 2690 du Conseil de sécurité des Nations Unies que l'armée est en train de travailler. Il est dit que l'aménagement doit céder ses emprises aux forces de défense et de sécurité de la République du Mali. L'aménagement a essayé éventuellement de nous abandonner en plein vol, mais nous sommes une force, nous sommes un peuple, un but une fois, et nous l'avons démontré, et nous sommes en train de récupérer un à un les bases éventuellement de l'aménagement. Qu'il y ait rétrocession officielle ou pas, que l'aménagement laisse ses armements avec ses forces ou pas, aucune force aujourd'hui ne peut faire face à l'armée malienne, aucune force aujourd'hui ne peut faire face à l'armée malienne et à ses partenaires. Nous sommes fiers de ce peuple-là, nous sommes fiers de notre armée, et gloire éternelle à Dieu. 11 ans après, bientôt nous allons partir à Kidal. D'accord. Kidal, pour finir, est une région du Mali. Que les uns et les autres le comprennent. Et vous avez vu que ces bandits armés ont saboté les réseaux téléphoniques pour éventuellement prendre en otage nos populations. Chaque jour que Dieu fait, depuis plein de mois, je changeais avec un parent qui était à Kidal. Et ça fait 3 jours aujourd'hui que je n'ai plus de ces nouvelles. Et je suis sûr et certain que d'ici demain matin, j'aurai de ces nouvelles parce que notre armée ira libérer Kidal, ira libérer nos populations. Le convoi de la dignité, de la gloire, de l'honnêteté et de la souveraineté retrouvée marche vers Kidal Koura. Diko, on peut faire le point sur l'accrochage de ce jour. Oui. L'accrochage de ce jour, apparemment, d'après les informations que nous on aurait reçues, la progression... Bon, en réalité, la région de Kidal était sécurisée depuis pas mal de temps. Et la ville de Kidal elle-même était déjà cernée. Et la progression au sol a commencé. Et à 12 km de Kidal, les groupes armés terroristes, parce qu'il n'y a pas d'autre nom, toute personne qui se dresserait face aux FAMA sont des terroristes, surtout dans la mission régalienne où nous sommes en train de recouvrer notre territoire. C'est une reconquête, ce n'est pas une conquête, parce que la nuance est très importante. Beaucoup de personnes parlent de la prise de Kidal, beaucoup de personnes parlent de la conquête de Kidal. Non, c'est une reprise de notre terre, de notre sol. Nous ne sommes pas des reconquête, hein? Oui, une reconquête. Oui. C'est-à-dire c'est quelque chose qui nous appartenait. Nous, les Maliens... Qu'on avait perdu. Qu'on avait perdu et qu'on reconquit. Oui. Mais ce n'est pas une conquête, ce n'est pas quelque chose de nouveau pour nous. Nous ne sommes pas des va-t-en-guerre, mais notre sol... Sauf que le symbole serait très fort. Le symbole est extrêmement fort. Depuis 11 ans,
nous sommes partis de Kidal. Il y a quelques années après, nous avons essayé de revenir vers Kidal. Nous avons été empêchés par un partenaire historique de mauvaise foi, dont la mauvaise foi a été clairement mise à jour. Donc, pour revenir à la progression, à 12 km approximativement de Kidal, les groupes armés terroristes ont essayé d'empêcher le convoi de la liberté de progresser. Et la réponse a été extrêmement puissante et ferme, et extrêmement méthodique. Ce que nous apprécions énormément dans la nouvelle armée malienne, les choses sont faites extrêmement professionnellement et nous défions quiconque de prouver le contraire. On voit sur les réseaux actuellement les petits aboyeurs en train d'essayer de manipuler l'information. Nous invitons nos compatriotes à ne pas écouter ce qui est dit de leur côté, à ne pas y faire attention. C'est de la manipulation idéologique pure et simple. Nos forces progressent, nous avons les mêmes informations que Honorable Maïga, je pense qu'il en a un peu plus. Et nous pouvons dire à nos compatriotes que le thé est servi, le premier verre, la crème de thé est servie, elle sera servie par Assimi et les FAMA. Inch'Allah, Mashallah, nous la boirons demain. Docteur, nous apprenons que les FAMA sont à quelques encablures de la ville de Kidal. Certaines sources annoncent déjà qu'elles sont à une trentaine de kilomètres de précisément à Johan. Oui. Donc, pour vous dire que d'abord, il faut expliquer les choses comme ça se doit. Beaucoup de gens nous taquent de va-t-en-guerre. Le Mali n'est pas en guerre contre un enfant du Mali. Le Mali est en reconquête de son territoire selon la résolution des Nations Unies du 30 juin 2023, 2690, qui autorise à l'armée, selon le Conseil de sécurité, de reprendre ses emprises. L'armée malienne n'a jamais tiré sur quelqu'un. Ils ont tiré sur l'armée Haber et l'armée malienne s'est défendue. Ça, c'est très important. Même aujourd'hui, l'armée a commencé sa progression, attendant la réaction de l'ennemi pour pouvoir riposter. Ça, c'est des éléments de communication très importants. Parce que quand on parle de guerre, la guerre est annoncée par le président après avoir consulté l'Assemblée. Mais dans ce cas, nous sommes en reconquête de notre territoire, en reconquête de notre dignité, en reconquête de notre honneur. Parce que ce que nous devrons comprendre, le cas Kidal est une école. Parce que c'est à Kidal que durant 10 ans, plus de 25 000 hommes venus de tout le monde, plus de 50 pays, ont tenté de sécuriser les Maliens. Ils sont venus sous mandat des Nations Unies, soi-disant de combattre le terrorisme, de donner l'autorité de l'État et les résolutions des Nations Unies. Ces gens, flagramment devant tout le monde, ont violé toutes les normes. Et à la grande surprise des gens, après la première étape de cette reconquête, il n'y a pas eu de problème. À la deuxième reconquête, à mi-chemin, la MINUSMA se donne le culot d'abandonner la ville de Kidal sans informer les autorités maliennes. Et d'ailleurs, les autorités pouvaient prendre la MINUSMA comme cible. Mais, à travers le modernisme, le professionnalisme de nos forces armées, l'armée a attendu. Et l'armée a surveillé. Donc aujourd'hui, les Maliens doivent être tranquilles. Les Maliens doivent rester derrière leur armée et comprendre aujourd'hui que ceux qui sont dans ce convoi, il y a des Arabes, il y a des Tamashek, il y a des Bozos, il y a toutes les ethnies. Donc la diffamation, la propagande, soit disant que l'armée avec ses partenaires iront tuer tout le monde à Kidal n'est pas vrai. L'armée va sécuriser Kidal. Kidal est prise en otage il y a plus de 30 ans. Plus de 30 ans que l'autorité de l'État ne s'exerce pas à Kidal. Celui qui vous parle est un exemple à vécu et sait de quoi il parle. Donc aujourd'hui, je pense que c'est une dignité retrouvée. Oui. C'est un symbole de résistance. C'est un symbole de résilience et c'est un symbole de stratégie. Donc aujourd'hui... Peut-être pour être clair, elles n'y sont pas encore. Non, ce qui est sûr, ce que j'ai dit, oui. Kidal c'est une région. Oui. La région de Kidal est dans les mains des femmes. Mais on parle cette fois-ci de la ville de Kidal, docteur. La ville de Kidal ne peut pas aller plus parce que qui connaît Kidal, qui connaît le combattant, on sait qu'en réalité, l'armée n'est pas rentrée pour ne pas violer les principes du droit international humanitaire. Parce qu'en réalité, c'est ce droit international humanitaire qui est utilisé comme mécanisme ou mode d'opération. Bien vrai qu'ils ont bombardé un bateau à Gao, entre Bamba et Gourmararousse. Personne n'a parlé de droit humain international. Aujourd'hui, ils sont en train de publier des photos des enfants sur lesquels eux-mêmes ils ont tiré un jour avant pour essayer de manipuler l'opinion nationale. Donc c'est ça notre rôle. Notre rôle d'informer.
communiquer et sensibiliser les Maliens à les faire comprendre. Vous êtes en train de bien jouer votre Merci. rôle. Hein? Professeur, nous apprenons que les FAMA seraient aux portes de Kidal. Quel symbole pour vous? Pour moi, ça va au-delà même du symbole, de la symbolique. Kidal, c'est quoi? Ça vous rappelle déjà de 2014? Bien sûr, même au-delà. Oui. Kidal, c'est cette merde qui fait que depuis plus de 60 ans, le Mali ne vit pas à l'aise. Nous sommes tous Maliens. Vous comprenez? Je ne peux pas comprendre que durant des années, des décennies, chaque fois, l'ensemble des régions du Mali récoltent des sous et chaque fois on va pour investir dans une zone et des gens cassent. Nous, on arrête de vivre, on arrête de financer l'école. Mais professeur, est-ce qu'il ne serait pas mieux de faire la différence entre la population de Kidal Je parle de région. et ces groupes armés? Je parle de région. Parce que vous avez dit... Qui leur dictent leur loi. Non, je suis d'accord. Je ne suis pas en train de faire l'amalgame. Oui, quand vous dites que Kidal, c'est cette merde déjà, la région, moi, je trouve le mot un peu non, plus je parle fort. de la région. Oui. De la région. Tout est parti de là. Et aujourd'hui, tous nos problèmes, il faut qu'on résout une fois pour de bon. Maintenant, je vais en venir par rapport au départ de Kidal. Mais qu'est-ce qu'on devrait faire? Vous savez, avec les accords avec les Nations Unies, la MINUSMA avait demandé un report. Et donc, Kidal devait nous revenir le 15 novembre. Le 15 novembre, si je ne m'abuse, on peut me rectifier ici. Le 15. Mais la MINUSMA aurait dû faciliter l'arrivée des militaires pour leur installation dans le camp. Maintenant que la MINUSMA nous a laissé, comme ils aiment le dire, en plein vol, qu'est-ce que nos militaires doivent faire? Ils doivent rester? Non. Puisque le 15, nos militaires sont censés être dans le camp. La MINUSMA n'étant plus là, c'est tout à fait normal qu'il y ait une progression normale. Et ce que moi j'apprécie cette fois-ci, c'est que actuellement les autorités actuelles ont tiré les leçons de l'ensemble des échecs passés. Parce que quand vous regardez un peu le dispositif même sécuritaire, ils avancent en paquet. Il y a les militaires, il y a la police, il y a l'administration et chaque fois qu'une localité est automatiquement libérée, donc il y a l'implantation de l'administration et l'ensemble des structures de sécuritaires qui doivent sécuriser cette administration pour permettre à ce que la population puisse, n'est-ce pas, rentrer, bénéficier de l'ensemble des droits. Donc pour moi, c'est tout à fait normal. Et moi, franchement, je suis impatient, j'attends. Parce que je me dis, tous nos problèmes, c'est cette affaire de Kidal qu'il faut résoudre une fois pour de bon. Mais pas, je ne suis pas en train de faire l'amalgame. Je n'ai pas dit toutes les populations de Kidal sont avec ces gens. Non, du tout. Mais je dis le problème Kidal. Kidal, c'est une épine. Nous voulons que de notre vivant, que le problème Kidal soit résolu et que nous, bien, nos enfants viennent, qu'ils se battent pour le développement. Mais chaque fois, on ne va pas injecter 10 milliards et des gens viennent casser. On envoie des véhicules, ils viennent, ils prennent. On construit un gouvernorat, ils viennent, ils cassent. Je me souviens avec ATT, vous savez, le programme spécial de développement des régions du Nord. Allez-y demander combien de milliards sont allés là-dedans. 500 milliards. Mais chaque fois, on prive les autres localités du Mali de la santé, de l'éducation, de l'alimentation, des progrès de la recherche, de l'enseignement, tout. Je crois que je remercie les forces de l'ordre et les nouvelles autorités pour cela. Docteur Maïga, est-ce qu'il n'y a pas lieu aussi de craindre une sorte d'expédition punitive de la part des FAMA lorsqu'elles seront dans la ville de Kidal, quand on sait qu'il y a une certaine population à la limite un peu hostile à l'entrée des FAMA à Kidal? Je ne pense pas qu'il y ait des Maliens à Kidal qui soient hostiles à l'arrivée des FAMA sur le territoire malien, sur la ville de Kidal. Vous savez, il y a une manipulation autour éventuellement de cette manifestation de la population parce que des gens obligent la population à manifester sous couvert en disant que non, cette population ne veut pas des FAMA ou est contre X ou est contre Y. Cela n'est pas vrai. Je vous l'ai dit en longueur de journée, cela fait 1 mois que j'échange avec un parent qui habite à Kidalville. Qui est à Kidal et qui me... Donc on peut aussi vous dire qu'une hirondelle ne fait pas le printemps, docteur. Moi, je peux me tromper, oui. Mais de tout le temps, nous avons vu réellement ce que ces gens font. Ils manipulent l'opinion, ils manipulent les gens et des fois, ils les obligent à faire leur combat à leur place. Vous savez, ils ont des sites d'orpaillage. Ce n'est pas la population qui profite de ça. Ils amènent des gens rentrent du Tchad, d'un peu partout de la sous-région, du Soudan, de la Palestine des fois ou autres pays, etc. pour venir extraire l'or de la région de Kidal et après ils vendent ça. Il y a 3 sites d'orpaillage à Kidal. Oui. Au lieu que des Maliens traversent la Méditerranée pour aller en Europe, pourquoi ne pas les envoyer à Kidal pour qu'ils aillent extraire l'or de Kidal? Et pourtant c'est une ressource naturelle du pays. Donc c'est pour vous dire que des échanges que nous avons avec nos frères, nos soeurs qui sont à Kidal, ils nous disent clairement, nous en avons marre de ces gens-là parce qu'ils sont en train d'épuiser les ressources du pays. Ils construisent des maisons, ils envoient leurs enfants à l'extérieur, ils construisent des maisons dans un pays étranger, dans un pays voisin au Mali. Et les populations ont exprimé leur ras-bol. Ils savent que
quand les femmes vont rentrer à Kidal, c'est les gens, les Maliens qui sortiront pour les accueillir. C'est pourquoi ils ont fait exprès de saboter la ligne pour que nous soyons coupés éventuellement de nos parents qui sont à Kidal. C'est fait à dessein. Mais je pourrais... Donc aucun risque d'exaction, hein? Aucun risque d'exaction. Je puisse mettre ma main au feu qu'il n'y aura rien de tel. Parce que les femmes sont républicains et ils connaissent éventuellement l'art du combat et ils savent faire la différence entre une population civile et une population et des groupes terroristes hostiles à l'État ou des groupes terroristes qui sont en train de terroriser nos populations. Mais qu'à cela ne tienne, les femmes seront intraitables et seront sans pitié vis-à-vis de ceux qui, pendant 11 ans, ont terrorisé nos populations. Ceux qui, pendant 11 ans, ont pris nos populations en otage. Cela est clair et cela est sans ambiguïté. Je n'ai aucun doute par rapport à ça. Et aussi dire l'administration qui a fait exprès de laisser des engins blindés, des engins lourds, sans pour autant les détruire aux mains de ces groupes terroristes-là. Leur dire que tous les véhicules UN qui seront vus là-bas, si jamais ils ouvrent le feu sur nos convois, nous serons intraitables face à ces genres d'actions et nous allons les traiter sur place. Leur dire que l'aviation est aussi en train de tourner, les hommes sont en train de marcher aussi. Le convoi terrestre aussi continue son chemin et moi je pense qu'à partir de là les femmes sont en train d'avancer. Si par chance nous avons des compatriotes qui sont peut-être à Kidal ou quand même si d'autres ont des moyens satellitaires d'informer nos parents, qu'ils leur informent que ce soir sur le plateau de Renouveau Télé nous leur demandons d'accueillir et d'acclamer nos forces de défense et de sécurité qui seront ou qui sont déjà presque dans la ville de Kidal pendant plus de 11 ans. Batfar ou pas, on ne parlera plus jamais de ça. On ne parlera que d'une seule armée, l'armée malienne, et qui va sécuriser l'ensemble du territoire malien, l'entièreté des 1 238 241 km². Voilà ce qui est demandé. Ça nous a coûté beaucoup de choses, ça nous a coûté des ressources, mais par la grâce de Dieu, d'autres n'ont pas cru, mais nous y avons cru, et aujourd'hui, nous sommes devant le fait accompli. Diko, quand on écoute les réactions de certaines populations de la ville de Kidal, on se rend compte que les femmes ne sont pas forcément les bienvenues dans cette ville malienne. Est-ce que dans ce contexte, l'entrée des femmes à Kidal, dans ce contexte, en tout cas, ne présente pas des risques d'une expédition qui peut être qualifiée de punitive? Okay. Juste avant de répondre à votre question, permettez-moi 30 secondes. J'aimerais juste insister sur quelque chose que le professeur Diamontene a dit. Et ce n'est pas les populations de Kidal qui sont à blâmer ou autre chose. Ces populations sont prises en otage et sont les premières victimes des groupes armés terroristes, de ces soi-disant indépendantistes. C'est ces indépendantistes qui détournent l'argent des puits, des écoles, des centres de santé destinés à ces populations. Donc c'est nos concitoyens qui sont de cette région et je suis sûr que le professeur se joint à moi pour ça. Ce ne sont pas eux qui sont le problème. Ce sont les manipulateurs qui les utilisent à des fins non avouées et non avouables, autre qu'une indépendance et autre qu'une idéologie. Maintenant, pour revenir à votre question, je suis persuadé que l'armée malienne ne commettra aucune exaction en entrant à Kidal. À ça, j'ai mes raisons qui peuvent être personnelles, mais je vais vous les exposer. Je suis persuadé, intimement persuadé, que l'armée actuellement où elle est, elle sait, les FAMA savent que nous les observons à la loupe. Ils n'ont aucun droit à l'erreur. Les autorités de la transition sont obligées d'entrer à Kidal, sinon la transition meurt. Les autorités de la transition sont obligées de progresser vers Kidal, sinon la transition meurt. C'est la volonté du peuple malien. Et les autorités de la transition sont obligées, et les FAMA sont obligées de le faire correctement et professionnellement, sinon la transition meurt. Nous ne voulons pas que nos concitoyens soient abattus. Et nous savons que l'armée ne le fera pas et ne le fera jamais. Maintenant, dans toute situation, il y aura bien sûr des gens manipulés et manipulables. Mais nous savons que ce sont 11 années où nous avons eu toutes les populations de Kidal prises en otage par un système. Et les gens, parfois, adoptent ce système-là juste pour survivre. Et nous faisons confiance aux FAMA d'avoir assez de professionnalisme, justement, depuis des mois qu'ils étudient la chose de près. Parce que nous, on en parle maintenant. Mais cette opération, elle se prépare depuis une demi-année. En réalité, elle se prépare depuis 6 mois.
ils ont eu le temps d'observer à la loupe qui fait quoi et qui est réellement convaincu de ce qu'il fait, qui est obligé de le faire. N'oublions pas que les populations sont prises en otage par le plus fort ou la raison de la machette ou du glaive ou de la calache, là où il n'y a pas d'État. Parce que pour le moment, il n'y a pas d'autorité de l'État. L'État sera à Kidal. Et je vous assure, Monsieur Sidibé, il n'y aura aucune exaction, il n'y aura aucune bavure. Maintenant, une bataille est une bataille. Il peut y avoir des dégâts collatéraux. Ce qui est clair, il n'y a pas de guerre propre. Mais nous faisons confiance aux Fama pour ça. Et nous les surveillons également pour ça. Docteur Djiré, nous savons qu'en 2014, les Fama ont quitté la ville de Kidal à la suite d'une débâcle militaire déjà. Est-ce qu'en retournant dans ce contexte, est-ce que ce n'est pas forcément des Fama revanchards qui vont vouloir en tout cas venger l'histoire de 2014? Non, moi je pense que d'ailleurs, la DIRPA, il y a des mois, est en train de sensibiliser les gens dans la com pour que les gens soient préparés à ça. D'autre part aussi, à Kidal, les autorités qui sont à Kidal, même les populations de Kidal, moi je te parle parce que j'ai eu l'opportunité de vivre à Kidal, plus de 4 ans. Mon premier exercice quand je suis rentré de l'extérieur, c'est à Kidal. D'abord, j'ai été accueilli à Kidal. J'ai été protégé à Kidal. Et j'ai compris qu'à Kidal, c'était des populations qui sont prises en otage par une oligarchie féodaliste, une minorité qui est en train d'exercer sur les mêmes populations, c'est-à-dire des droits de vie. Donc finalement, quand tu grandis comme ça, tu es obligé de croire à ça. Sinon, la population réelle de Kidal, des Tamba, des Aliou, des aviations, tout le monde apprécie l'État malien. Parce que durant plus de 20 ans, en réalité... Oui, mais est-ce que vous comprenez déjà mon inquiétude par rapport à l'éventualité d'un esprit revanchard des Oui, femmes, mais c'est ce qui a été donné par l'état-major ici. Oui. En réalité, les officiers supérieurs qui sont devant les troupes là sont plus stressés que nous. C'est pour cela que je te disais qu'ils étaient à Anefif. Ils étaient qui est à Anefif, qui connaît Anefif. Ils savaient qu'ils pouvaient prendre Kidal, mais pour éviter les dommages collatéraux. Et regarde l'autre jour, quand ils ont tapé sur le camp de l'aménagement, ils sont allés dire qu'ils ont bombardé une école. Or, les 2 écoles qui fonctionnent à Kidal, un est à Etambar, qui est le lycée, l'autre est jusqu'au marché, à 1 km, 2 km de l'aviation. Donc, la manipulation, la propagande existe. En 2014, qu'est-ce qui s'est passé? Je vous le confirme aujourd'hui. C'est des enfants qui étaient préparés, au cas où les choses ne changeaient pas, parce qu'il y avait un deal avec l'armée française. En réalité, l'armée malienne avait gagné vers 10h, 11h. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu des mercenaires qui sont venus. Ce qui s'est passé, on le sait. Mais on répète encore, l'armée va à Kidal pour protéger les populations. L'armée va à Kidal pour ramener les services sociaux de base. L'armée va à Kidal pour réinitier le processus de l'accord de dialogue de paix intermalien. C'est une fois à Kidal que l'armée va continuer à appeler tous les Maliens, tous les gens qui ont pris les armes, qui veulent déposer les armes, de venir sur la table. Nous allons bâtir notre Mali à notre image. L'accord est toujours en jeu. L'accord va demeurer en jeu. Mais ce qui n'est pas traitable sur l'accord, c'est cet esprit d'indépendantiste ou cet esprit de terroriste. Comme l'a dit Bush W, celui qui soutient un terroriste, celui qui nourrit un terroriste est un terroriste. D'accord. Donc sur ce, pour terminer, je pense que la DIRPA a toujours communiqué d'un mot dont ils appellent droit international humanitaire. Ça, les Maliens ont déjà compris. Nous qui avons eu l'opportunité d'étudier ce droit et enseigner, moi j'ai eu l'opportunité d'enseigner le droit international humanitaire aux mêmes groupes terroristes, aux mêmes groupes armés à Gao, à Kidal, partout. Ça veut dire quoi? Sauf que dans les langages militaires, on dit que c'est le terrain qui commande. Oui, allez-y. C'est pour cela que quand le terrain commande, aujourd'hui, le terrain commande à faveur des femmes. Donc aujourd'hui, les femmes vont montrer encore leur professionnalisme. Et les femmes savent aussi que les gens sont là en train de vivre. Mais maintenant, laisse-moi terminer 2 minutes. Parce que, 2 minutes, voilà, une minute. 20 secondes, une minute. Quand vous parlez, parce que souvent, on transforme les choses. Quand on parle des droits de l'homme, droits de l'homme. Parlons-en. Autrement, ce qui se passe à Gaza, ce n'est pas la violation des droits de l'homme. Ceux qui prétendent défendre les droits de l'homme sont eux qui sont en train de soutenir Israël. 4000 personnes exécutées en une semaine.
dont plus de 2000 enfants, des hôpitaux bombardés. Selon le droit international humanitaire... C'est quand même une réaction. Hein? Non, selon le droit international humanitaire de Henry Dunant, c'est interdit de bombarder un hôpital. D'accord. Autre chose, le bateau Tombouctou n'a jamais été condamné par la communauté internationale. Oui. Mais malgré ça, le président de la transition au 22 septembre, il n'a même pas parlé de tout ça. Il a dit tout simplement, nous allons continuer à résoudre notre problème de récolte. Donc, en conclusion, je vais dire seulement que les populations de Kidal, nos frères qui sont là-bas, vous aurez notre tour de table. Aurait-il un problème? Voilà. Professeur, face à l'imminence de l'arrivée des FAMA à Kidal, nous apprenons que la ville se vide de sa population déjà. Oui, et je crois que le fait que la ville se vide, ce n'est pas un fait nouveau. Kidal devient une ville fantôme. Oh bon, oui, mais ce n'est pas un fait nouveau, parce que depuis les échecs avec les Bamba, l'ANEFIS et autres là, les combattants ont compris réellement qu'il n'y a plus d'espoir. Ce sont, je ne sais pas, les égarés actuellement qui sont en train de... Je dirais même que les instruments qui sont utilisés, qui sont en train dans la ville, sinon les têtes pensantes sont déjà dehors. Ils ont mis à l'abri les différentes familles. Et ce qu'il faut comprendre, vous avez fait allusion à quelque chose, c'est que le problème, c'est depuis 2012. Hein. De 2012 à maintenant, ça fait combien d'années? Je crois que si je m'abuse, 11 ans. Vous imaginez? Et que les enfants qui avaient déjà 5 ans, 6 ans, 7 ans, maintenant, pendant 11 ans, on essaie de leur travailler un peu. Donc, du coup, ils sont fabriqués à être hostiles aux femmes. Oui, c'est clair. Ça, c'est une évidence qu'il faut admettre. Mais aussi, ce qui est important, c'est que nos autorités ont capitalisé, ont compris. C'est pourquoi vous voyez maintenant dans le professionnalisme, à travers la communication et la démarche. Et regardez, avant, peut-être même les gens de l'aménagement, les Nations Unies, peut-être s'attendraient à ce qu'il y ait une ruée des FAMA systématiquement sur Kidal lorsque... Mais regardez la démarche, comme ils sont en train de partir, c'est tout un professionnalisme autour de cette affaire. Et maintenant, aussi, on le dit, comme ce sont les éléments militaires, on va pas, ainsi de suite, mais c'est que les FAMA sont à Kidal. Pas forcément peut-être ainsi de suite avec les formations à Kidal, etc. Donc, ce sont des éléments. Mais aussi, vous avez fait allusion à quelque chose qui est très important. Est-ce que cette rage de se venger, les gens vont se venger de qui? De ceux-là qui sont détenteurs des armes. Vous imaginez, vous êtes militaire. Quand on égorge plus de 100 et quelques militaires à Aguelok, vous pensez que quand vous êtes militaire, que vous devez partir, vous allez oublier ça? Quand en 2014, lorsqu'on a égorgé nos administrateurs civils, etc., des militaires, etc., et que vous avez été humilié, parce que le Mali a été humilié avec la paix de Kidal. Oui. Mais, en 2014, les Maliens, c'est les Maliens dans leur ensemble, mais les militaires, leur humiliation était plus grande que les Maliens parce que nous avions confié notre sécurité aux militaires. Donc, même à l'intérieur ici, ils avaient perdu la face. Oui. Donc, si une fois s'ils ont l'occasion de leur blason, ils seront intraitables face à quiconque détiendra une arme. C'est pourquoi, même quand vous regardez un peu dans les stratégies qui sont adoptées par nos militaires, ils font tout, une stratégie de camouflage un peu pour que ces gens-là puissent prendre des armes et en profit, on les tue. Vous vous souvenez très bien, et quand la famille de la chefferie, dont je vais taire le nom, ils ont tué 2 éléments il n'y a pas très longtemps, vous vous souvenez très bien. Mais c'était des gens qui détenaient des armes. C'était des gens qui étaient en position d'armes. Et donc, quand on tue des gens pareils, et je crois que ce sont de bonnes occasions pour qu'on puisse finir avec, n'est-ce pas, ce qui constitue, n'est-ce pas, la vermine, n'est-ce pas, et le cœur de cette affaire. Donc pour moi, vengeance à l'endroit vis-à-vis des détenteurs d'armes, mais pas à l'endroit de la population, parce que qui on va gouverner, c'est la population. Et encore, n'oubliez pas que Kidal est une ville cosmopolite. D'accord. Ça, c'est important. Toutes les communautés du Mali, du Sud, elles sont très nombreuses à Kidal. Donc, vous parlez de qui? Si c'est ceux-là qui sont les commanditaires de cette affaire, ils ne sont même pas nombreux. Donc, pour moi, il doit y avoir un accueil chaleureux, n'est-ce pas, des forces de l'ordre à Kidal. Un dernier tour de table. Déjà, une chose, monsieur Docteur Maïga, une chose est de prendre la ville, une autre chose c'est de pouvoir l'administrer. Comment vous voyez la suite une fois que la ville revient dans les girons de l'État malien? Ce n'est pas un problème. Nous allons continuer d'abord jusqu'à Tenensako et évoluer jusqu'à Tenza du Mali, sécuriser tous ces endroits jusqu'à Abebara et ensuite éventuellement les relancer l'administration, l'école, les services sociaux de base, tout à Kidal, que le gouverneur s'installe confortablement à Kidal. D'ailleurs, c'est mon ami sur ce plateau, je lui fais un clin d'œil. Je suis sûr que lui, le gouverneur Sissoko, il doit être très très satisfait. Il doit être très content éventuellement de ce qui se passe à Kidal actuellement. Donc aussi, c'est qu'il ne faut pas oublier l'économie de Kidal.
Bien évidemment qu'il y a des sites d'orpaillage, je viens de l'annoncer sur ce plateau. Nous allons permettre à nos cousins Dogon de quitter Bajangara, Mopti et autres pour évoluer vers Kidal pour aller faire de l'orpaillage là-bas. Je suis sûr et certain qu'ils sont déjà nombreux à Kidal. Ils vont s'appeler un à un, ils vont bouger vers Kidal. Donc l'économie va continuer à prospérer à Kidal. Nous allons faire revivre progressivement Kidal. C'est vrai que 12 ans, sans absence réelle de l'État, c'est vraiment difficile. Mais progressivement, nous allons mettre des services sociaux de base, sécuriser les populations, rassurer les gens, éventuellement ramener encore beaucoup plus de moyens, surtout et revoir un peu le trafic entre le sud et le nord, parce qu'il faut quand même créer une connexion, que ce soit par voie aérienne ou terrestre, entre le sud et le nord, pour que la mobilité des personnes et leurs biens puisse être beaucoup plus facilitée. Oui. Vous remarquerez que quand l'armée est venue à Anifis, d'emblée, les grandes attaques vers Tombouctou, Gao ou autres ont largement diminué, ont largement baissé. Ça veut dire qu'Anifis était déjà à la tête du pont. Toutes les opérations se planifiaient à Kidal. Une fois que nous allons nettoyer Kidal, les opérations vont cesser, les gens vont vivre tranquillement. Quel serait le sort des groupes armés, des éléments qui constituent ces groupes armés? C'est le repos éternel, tout simplement. Ou peut-être ceux qui auront la chance de regagner un pays voisin. Sinon, nous, tout ce qu'on sait, c'est le repos éternel. Maintenant, cela ne met pas d'office fin au conflit, parce qu'il y a encore Daesh qui existe un peu partout au sud de Menaka, qu'il faut revoir aussi. Mais le plus important quand même, c'est de finir avec Kidal et ces groupes terroristes qui ont une connexion avec les JNIM, les mettre hors d'état de nuire. Et une confidence que je fais, oui. Selon les dernières informations, le serpent était sur place, il était en train de faire sortir sa tête et je suis sûr qu'à l'heure là, il doit être encerclé et peut-être qu'on le prendra vivant ou peut-être qu'on le mettra au repos éternel. Ce serpent a un nom. Ce serpent a un nom. On le saura peut-être dans les heures à venir, Inch'Allah. Et je prie Dieu pour qu'on puisse le prendre vivant. Amen. Voilà ce que je demande. Diko, oui. Nous parlons déjà de l'avenir de Kidal. Oui. Avec l'entrée des FAMA. Tout à fait. Si cela s'est confirmé. Tout à fait. Comme c'est le dernier tour de table, je vais en profiter pour... Je vais être rapide, ne vous inquiétez pas, Monsieur Sidibé. Vous n'aurez pas 2 minutes, hein, comme... La chose est je m'adresse d'abord à nos compatriotes en les invitant à soutenir encore plus fort et plus que jamais nos FAMA qui en ont besoin et qui se battent pour nous, qui se battent pour nos valeurs, qui se battent pour notre Mali, de la frontière algérienne à la sénégalaise, à l'ivoirienne, à la guinéenne, de se battre pour tout ce que nous représentons et ce que nous voulons du Mali de demain, de supporter ces femmes-là. De rappeler également le soutien à la transition, parce qu'actuellement nous allons passer par toutes sortes de phases. La communauté internationale et le monde a le regard braqué sur l'Ukraine et la Palestine, et quand tout le monde regarde quelque part, on peut en profiter pour faire des choses là où personne ne regarde. Et là, les premiers défenseurs de notre pays, c'est le citoyen lambda, c'est l'agriculteur, le pêcheur, le paysan, l'éleveur. Assimi, le président, le premier ministre, M. Maïga, M. Djiré, le professeur, c'est nous tous. Nous sommes les sentinelles, pour ne pas répéter ce que M. Djiré dit. Et également, de rappeler ça à nos compatriotes et aux autorités de la transition, que Kidal n'est pas une finalité et que nous attendons de la transition. L'objectif principal est de Kidal, comme je dis, c'est quelque chose qui nous prouverait que le peuple malien a eu raison d'être résilient, d'être résistant et de supporter la transition face à tout. D'accord. Mais maintenant, Kidal n'est pas une finalité. Il faut s'installer sur la zone, il faut installer l'autorité de l'État. Il faut s'occuper d'autres domaines qui, pour le moment, en évaluation à mi-parcours, sont un échec de la transition, comme l'éducation, la santé, Vous êtes en train d'être long, hein, finalement. Et je m'arrête là. Docteur Djiré, moi je dirais là-dessus. Voilà, je pense que tout a commencé à Kidal. Donc, tout a commencé à Kidal. Ce que nous vivons depuis 12 ans, 11 ans, ça a commencé à Kidal. Mais malgré ça, une fois que l'armée soit à Kidal, c'est-à-dire on ne peut pas sécuriser ce qu'on ne contrôle pas. Oui. Donc, une fois qu'on est à Kidal, il faut même transformer Kati à Kidal. C'est-à-dire il faut que Kidal soit une ville garnison, une ville symbolique et même une capitale politique. Pourquoi ? Parce que ça va renforcer ce qu'on appelle la sécurisation.
Tout le monde est d'accord que tous les problèmes du Mali, du point de vue sécuritaire et du Sahel, Niger, Burkina, c'est à partir de Kidal. Une fois que nous sommes à Kidal, il faut rapidement amener les services sociaux de base. Parce que je sais de quoi je parle. D'accord. La santé, l'éducation, les impôts, autre chose, il faut rapidement ouvrir le dialogue entre tous les Maliens pour les faire comprendre que là où ils nous attendaient, ce n'est pas des représailles. Que tous les Maliens sont de Kidal. Mais il faut que les gens comprennent qu'aller à Kidal, en réalité, c'est pour renaître un nouveau Mali. Un Mali réconcilié, un Mali de paix. Et troisième des choses, ne pas oublier le gourmand. Parce que Kidal décide, mais l'exécution s'est faite dans le gourmand. Le gourmand, c'est chez vous, hein? Oui, le gourmand. C'est fait un plaidoyer pour Odomo. Voilà, le gourmand, c'est la zone la plus compliquée. Oui. Depuis 1915, toutes les rébellions sont parties du gourmand. D'accord. 88, à Gossi, toutes les rébellions sont parties. Donc je pense que Kidal, à la diagonale Ber-Gourmand-Rarousse, c'est très important. Et je profite du moment pour saluer tous les sentinelles et tous les deux fils de Gourmand autour de ce plateau, hein, professeur? Oui. Et moi, je crois qu'il y aura un après, avant Kidal et un après Kidal. Oui. L'indépendance réelle du Mali, ce sera à partir de la libération de Kidal. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que nous pensions que nous étions indépendants, mais durant ce processus-là, nous avons compris qu'il y a beaucoup d'éléments qui nous échappaient. Laissons cela. Maintenant, vous avez parlé de sécurisation. Oui. Quand je disais que nos autorités ont tiré les leçons, regardez, la zone sera transformée en zone militaire. Regardez déjà, pour quelqu'un, même il ne faut pas être dans les secrets de Dieu pour savoir. Quand vous regardez un peu les occupations, les troupes, les différents recrutements qu'ils sont en train de faire avec les différentes conditions, la zone sera transformée en zone militaire. Mais allons-y dans l'accord de Tamaracet, n'est-ce pas, dans les années 90 et fin 90, etc. 6 juin. Ils avaient dit quoi? Démilitariser. La démilitarisation des régions nord avait commencé avec ça, on est d'accord. Oui. En 2006, il y a différents accords. Donc, Kidal, nous avons perdu Kidal parce que les régions du nord ont été démilitarisées. Or, actuellement, les militaires sont engagés, les autorités actuelles sont engagées à remilitariser. Et vous verrez que cette zone-là, peut-être que je ne parle pas de Kidal, etc., mais ce serait l'une des plus grandes zones militaires du Mali. D'accord. Bon, comme je suis malien, nous parlons du Mali, je dirais que ce serait l'une des grandes zones militaires du Mali. Donc, il sera facile de vous balader au sud ici que d'aller vous balader au nord. Après donc l'épidémie des coups d'État dans la sous-région, nous sommes en train d'assister à une sorte d'épidémie d'évasion après Mohamed Bazoum au Niger, cette tentative de l'ancien président Mohamed Bazoum. On a appris cette semaine que Dadis Camara et co-accusés se sont évadés de la prison centrale de Guinée. 30 secondes, docteur. Comment vous avez vécu cette actualité guinéenne? Sincèrement, j'ai été surpris d'entendre que quand même des gens, des commandos et quelques commandos seulement sont allés attaquer une prison et exfiltrer des gens. Et jusqu'à preuve du contraire, et le nommé Claude Pivy est encore se trouve encore dans la nature. Il y a 500 millions de francs guinéens qui... Exactement. Bon, mais quand même, je suis vraiment surpris, mais je pense que les autorités guinéennes doivent être beaucoup plus regardants par rapport à cette situation. Je pense que cela ne présage rien de bon, parce que la Guinée, quand même, nous aide beaucoup. Hein. Pour nous, un pays en transition, le Mali, le Burkina et le Niger, c'est un pays quand même qui a la mer et beaucoup de nos marchandises transitent aujourd'hui par la Guinée. Et je pense que les autorités guinéennes aujourd'hui ne doivent pas dormir en ayant les deux yeux fermés. Ils doivent dormir en ayant un œil ouvert et l'autre fermé. Et je terminerai par remercier toute la population de Tombouctou, de Gao, de Badjangara et de Sévaré, puisque je viens fraîchement de ces localités-là, les chefs Amar, les chefs Songoy, et tout le monde, vraiment je les remercie, mes parents qui sont là-bas, tout le monde, et leur dire que nous sommes avec eux et très bientôt nous allons procéder à la libération totale de notre pays. Que Dieu préserve le Mali. Diko, on a vu que Dadis Camara et co-accusés se sont évadés de la prison centrale de Guinée avec une facilité déconcertante, hein, avec les images qu'on a pu visionner sur les réseaux sociaux. Ça m'a remémoré un film des années 80 qui s'appelait La Grande Vadrouille, où on voyait des gens s'échapper, mais c'était comique. Par exemple, la série américaine Prison Break, c'est un peu plus sérieux, mais là c'était comique. C'est-à-dire on ne comprenait pas trop la chose. 2-3 heures après, un autre se constitue prisonnier, un autre se rend. Bon. Je ne suis pas guinéen, je ne me permettrai pas certains commentaires, mais j'invite vraiment les autorités, le peuple guinéen à peut-être un peu plus de vigilance dans les choses. Tout ne peut pas être parfait. Ici au Mali, les choses ne sont pas parfaites,
Mais le peuple, comme les autorités, essaient d'être le plus vigilant possible et ils donnent l'impression de l'extérieur d'être peut-être pas assez vigilants. Voilà. Direz. Bon, mon commentaire, c'est Prison Break, donc Scofield. Mais ce que je sais, c'est que vraiment, c'est regrettable, parce qu'après des jugements pareils, tout le monde était content, et puis les gens voyaient les choses réellement. C'était vraiment un exemple, quoi. Moi, j'ai beaucoup apprécié Kumba, tout ça, quand il parlait. Toumba, hein, pas Kumba. Toumba, Oui. voilà. Allez-y. Et j'ai beaucoup apprécié. Mais attendre aujourd'hui qu'il y a une fugue, puis je pense que c'est pas normal. Donc, sur ce, je me solidarise aux autorités de la Guinée. Comme on le dit toujours, le Mali et la Guinée, c'est des poumons qui sont dans un même corps. Professeur, la tête du colonel Claude Pivi mise à prix après s'être évadé de la prison centrale de Guinée. Je crois que moi, j'essaie d'analyser un peu le contexte. Vous n'avez pas fait allusion à Bazoum, et qui était un instrument de la métropole, n'est-ce pas, de grande puissance. Aussi, venons-en en Guinée, qui est un pays, comme on l'a fait tout à l'heure, qui soutient farouchement le Mali, dont la position n'est pas aussi appréciée par ces gens. Regardez les frontières de la Guinée, c'est le Libéria, c'est le Sierra Leone. C'est la Sierra Leone, disons, et c'est la Côte d'Ivoire. Et je vais taire le nom. Vous avez vu que récemment, dans l'un des pays voisins, n'est-ce pas, il y a eu des mouvements de troupes vers les zones frontalières. Et je crois que ces grandes puissances-là n'ont pas d'amis. Et si vous vous souvenez très bien, l'ancien président, celui que l'autre remplace actuellement, le colonel Doumbouya remplace actuellement, lors de sa première élection... Alpha Condé, hein? Bon, donc, qui avait 14% lors des élections, premier tour, mais combien de pourcents? Et qui a contrebalancé celui qui a... C'est un jeu d'alliance aussi. Non, s'il vous plaît. Oui. On ne va pas rentrer dans tout ça. Quand vous comprenez déjà, vous voyez... Et l'élection a été organisée par un patriote. Bien sûr, nous sommes dans nos pays, ici, nous savons comment les choses se passent. Donc, je vous dis simplement, quand on analyse ça, on comprend qu'il y a une main derrière. Maintenant, lorsque vous ne faites plus l'affaire de cette main invisible, donc cette main invisible change d'amitié. Et donc, pour moi, cette tentative, il faut la prendre au sérieux. D'accord. C'est une tentative pour déstabiliser le pouvoir guinéen en Guinée. D'accord. Et là, pour fragiliser l'AES, l'Alliance des pays du Sahel. D'accord. Donc, les ennemis d'hier. La Guinée n'est pas état parti à cette alliance. C'est pour fragiliser. Oui. Parce que c'est un partenaire stratégique. D'accord. Ouais. Parce que les ennemis d'hier, aujourd'hui, qui sont les dadis, c'est les autres côtés, l'opposition. Professeur, nous sommes malheureusement à la fin de cette émission. Nos invités étaient donc Dr Amadou Maïga, membre du CNT, Dr Mohamed Kassoum Djiré, il est président des Sentinelles du Mali, Mohamed Alamine Diko, secrétaire politique du RDS, et professeur Abdul Karim Djamountene, professeur d'enseignement supérieur. Merci à vous de nous avoir suivis. Clin d'œil à toute cette population de la ville malienne de Kidal. Au revoir.